Permettez-moi d'abord de remercier Niels Andersen et vous-même de m'avoir convié à une réunion où j'ai l'intention de beaucoup écouter et de ne pas trop parler, parce que les intervenants tout au long de cette journée, et j'en vois quelques-uns dans la salle dont le visage me fait très plaisir, je pense à Mireille Mendès-France, à Etamed, à beaucoup d'autres. Moi, je voudrais écouter parce que nous aurons tout au long de la journée d'aujourd'hui et de celle de demain la possibilité de réfléchir sur ce que représente aujourd'hui le droit international, quelles sont les difficultés évidentes qu'il rencontre encore devant la résistance de la souveraineté des États et les possibilités qui lui sont ouvertes sous la pression de ceux, officiels ou officieux, États ou organisations non étatiques, qui pressent à ce que nous puissions un jour vivre dans un monde où ce sera le droit et non la puissance qui fera naître un monde plus juste et plus équitable. Je voudrais simplement rappeler que l'homme très âgé, il vient de le rappeler, que vous avez devant vous, a vu un changement radical dans la situation du droit et du droit international dans notre monde. C'est ce que j'appellerais la fin du droit westphalien, qui avait juste 300 ans, puisque les traités de Westphalie remontent à 1648, juste 300 ans, lorsque la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée ici même à Paris le 10 décembre 1948. Dans l'intervalle, une chose très importante s'est passée, c'est l'adoption de la Charte des Nations Unies. Trop de mes amis, il y en a peut-être même dans cette salle, disent que les Nations Unies c'est très joli, mais que ça n'a pas réussi à faire vivre le monde tel que nous le voulons, que par conséquent les Nations Unies c'est pas important, ça ne compte pas. Je me mets en colère lorsque j'entends cela. Les Nations Unies, la Charte des Nations Unies, qui a été voulue, qui a été imposée, je dirais, par Franklin Roosevelt, par un président américain, et cette charte, pour la première fois, parle de la souveraineté dans l'article 2, paragraphe 7, mais en parle comme quelque chose qu'il faut respecter, mais qu'il ne faut pas considérer comme le dernier mot des relations internationales, puisque tous les autres articles de cette charte vont vers l'engagement pris par des États au-delà de leur conception de leur souveraineté à travailler ensemble pour obtenir un monde pacifique, plus juste et plus respectueux des droits de l'homme. Ceci, je le rappelle chaque fois que j'ai l'occasion d'en parler à des jeunes, la jeune génération qui oublie ce qui s'est passé tout de suite après la Grande Guerre, cette jeune génération ne se rend pas toujours compte de l'étape franchie par le droit international avec l'existence de l'Organisation des Nations Unies. Elle est là comme une référence inamovible. Elle a duré maintenant déjà plus de 64 ans et elle continue à réunir les 192 États du monde. Quelque chose qui se passe dans le monde n'a de légitimité que lorsque cela correspond aux articles de la Charte des Nations Unies, parce que tous les États membres se sont engagés aujourd'hui encore à la respecter. Lorsque nous voyons donc se passer des choses, et nous pensons tous aujourd'hui à ce qui se passe par exemple entre Israël et la Palestine, il est évident
que ce qui s'y passe est une violation des articles fondamentaux de la Charte des Nations Unies. La possibilité que nous avons, nous diplomates, nous juristes, nous organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme, à nous référer à la Charte est quelque chose dont il ne faut pas se dispenser, c'est très important. 3 années plus tard, nous étions là, et je rectifie tout de suite quelque chose qu'on dit maintenant, que j'aurais été parmi les rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Soyons sérieux. À l'époque, j'étais un jeune diplomate affecté au cabinet d'Henri Logier, le premier secrétaire général adjoint français des Nations Unies, et dans son département, il y avait la direction des droits de l'homme que dirigeait un grand juriste canadien, John Humphrey. Moi, qu'est-ce que je faisais? J'assistais, j'écoutais. Je trouvais René Cassin parmi les rédacteurs qui était un ami de mon beau-père. Vous voyez, c'est une autre génération quand même. J'ai beau être très vieux, je suis moins âgé que René Cassin. Et donc, ma participation à cette œuvre exceptionnellement importante qu'est la Déclaration universelle est celle d'un petit jeune homme qui écoute, comme je vais écouter tout au long de la journée d'aujourd'hui. Mais ce que je voudrais rappeler, c'est que le texte de cette déclaration définit avec une brièveté et une précision remarquables, et on le doit naturellement à Madame Roosevelt qui présidait, mais aussi à René Cassin et aux autres membres. Elle définit l'ensemble des droits dont tout être humain aujourd'hui, qu'il soit israélien, palestinien, darfourien, somalien ou n'importe quelle autre partie du monde, les droits dont il peut et doit se réclamer, qui sont non seulement des droits civils et politiques et des libertés fondamentales comme la liberté d'expression, de confession et de parole, mais aussi les droits sociaux, économiques, culturels, qui figurent tous dans les 30 articles de la Déclaration. La seule chose qui manque, et c'est une question d'époque, c'est le droit de la terre et l'obligation que nous avons, nous, hommes, vis-à-vis de notre terre patrie, comme l'a défini Edgar Morin. Je veux en rester là pour vous dire, nous avons la chance de disposer de ces documents et naturellement de toutes les conventions qui ont été rédigées depuis les 2 pactes des droits de l'homme, la Convention contre la torture, la Convention sur les droits de l'enfant. Tout cela, ce sont des textes que les Nations Unies portent comme leur patrimoine juridique, et c'est là-dessus que nous pouvons examiner les progrès faits par le droit international humanitaire et par le droit pénal international. Je rappelle brièvement, je suis ensuite naturellement tout à l'heure, quand nous en arriverons aux questions, prêt à répondre à les questions qu'aurait suscité mon intervention. Je rappelle encore d'un mot ce qui m'est arrivé il y a 3 jours, le 15 septembre. J'ai été convoqué au palais de justice comme témoin expert. Je ne suis ni expert ni témoin, mais ça ne fait rien. On m'a convoqué comme témoin expert pour le tribunal pénal international pour le Cambodge. Et nous avons fait quelque chose qui m'a impressionné, parce que les techniques modernes, moi qui suis très vieux, ça m'impressionne toujours, une vidéoconférence. On est assis là, on a un écran. Sur l'écran, il y a les gens qui sont à Phnom Penh, et eux, sur leur écran, voient les gens qui sont à Paris. Vous, ça vous paraît sans doute tout à fait naturel. Moi, ça m'a fait de l'effet. Et j'ai vu donc là-bas l'homme à qui je dois cette convocation, qui est un grand
avocat international, c'est maître François Roux, qui s'est donné pour tâche de défendre le grand criminel Khmer Rouge, incontestablement criminel, Douk, qui d'ailleurs a dit qu'il se reconnaissait coupable et qui a essayé sur cette base d'obtenir peut-être un jugement moins sévère que s'il avait refusé sa culpabilité. J'ai été de ceux qui pensaient que, nonobstant la figure qu'il présentait, le pardon n'était pas possible pour ce genre de comportement radical, meurtrier, de torture et de condamnation à mort. Et j'ai donc plaidé plutôt pour qu'on reconnaisse que, s'étant lui-même accusé, il fallait que le tribunal le suive et que par conséquent la justice pénale internationale devait faire une étape d'autant plus importante s'agissant du Cambodge que nous avions affaire là à un tribunal mixte, un tribunal avec une partie internationale et une partie nationale cambodgienne, que c'est une des avancées possibles dans notre droit international et que par conséquent c'était une expérience qu'il fallait mener jusqu'au bout. Si je vous raconte cela, ce n'est pas pour ajouter encore à tout ce qu'on dit de moi sur mes actions dans divers domaines. Je n'étais pas du tout volontaire pour présenter mon témoignage sur un pays que je ne connais pas bien, mais je n'ai pas refusé à Maître Roux de faire ce témoignage. Je pense que ce qui nous réunit aujourd'hui, et je vais tout de suite m'arrêter, c'est que nous avons confiance dans la possibilité de résoudre un certain nombre de problèmes humains fondamentaux qui sont ceux du XXIe siècle, en nous fondant sur l'acquis du XXe siècle, qui est un acquis déjà riche en matière juridique, mais qui doit encore faire des progrès si nous voulons qu'avant la fin de ce XXIe siècle, nous assistions à un monde où le droit le prime sur la force et sur la puissance. Merci.